qui parlait de son parcours. Ouais, voilà, je disais qu'en gros, la SACEM, ça n'a pas été automatique. C'est venu des années après avoir sorti mon premier album. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois, c'est ma manageuse de l'époque qui m'avait motivé à m'inscrire. Et c'est vrai qu'avec les 3 ans de, comment on dit, de rétroactivité, du coup, ça m'avait fait plaisir la première fois. Parce que du coup, tu touches, je crois que même à l'époque, c'était 7 ans. Donc, je crois que tu touches sur 7 ans l'argent qu'a généré tes musiques. Tu les touches d'un coup. Mais bon, après, voilà. Comme je disais, ce n'est pas obligatoire non plus, mais ça peut servir en tout cas. Je pense que c'est bien de se renseigner là-dessus. Ouais, c'est 5 ans. C'est 5 ans, mais c'est toujours 5 ans aujourd'hui. C'est toujours 5 ans. Ok, Ouais, tu vois, j'étais pas bien renseigné. Donc. Sauf en online, mais on en reparlera. Sauf pour les exploitations online où c'est que 18 mois. Donc, il faut faire attention à ça, mais ça, on en reparlera. Parce qu'on a souvent, ça nous arrive d'avoir des gens qui sont un peu déçus, tu vois, qui se disent putain, je vais avoir 5 ans de rétroactivité. En fait, sur les plateformes, c'est que 18 mois. Okay. On me dit que ça marche mieux. Donc voilà. Donc tant mieux. Alors voilà. C'était le warm-up, c'était le diesel. C'est ça. Voilà, donc moi je vais me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est JB, admin de Secret Beatmaker, la plus grosse communauté française sur le beatmaking et les ingé-sons. Sur Facebook, voilà. Je suis compositeur et ingé-son. Donc j'ai un peu toutes ces casquettes. Donc moi-même, je suis à la SACEM depuis peu d'ailleurs, parce que je me suis motivé il y a quelques temps à le faire, parce que c'était le moment où j'en avais besoin. Et voilà, donc j'ai le Wagoria Studio, et ce que vous voyez derrière moi. Donc voilà, et aujourd'hui, en fait, c'est arrivé bêtement, hein, parce que je me rappelle, comment on s'est rencontrés, comment est arrivée cette discussion, parce que je pense que c'est important. J'étais sur LinkedIn, il y avait quelqu'un de la SACEM qui avait mis un post. Je sais que j'étais parti la taquiner un petit peu, et au lieu de mal le prendre, elle est venue en MP et me dire, vu que tu as des idées, pourquoi pas les partager avec certains de nos confrères qui pourraient peut-être arriver, vous pourriez arriver peut-être à faire quelque chose. Et elle m'a donné donc le contact d'Alice et d'Alexandre, qui en fait ont été super cool et super compréhensifs et à l'écoute des problèmes des beatmakers, ce qui est une première à mon sens, en tout cas à titre personnel. Et on a réussi à monter cette idée. Altarba a été élu comme le beatmaker le plus représentatif des beatmakers sur le groupe Secret Beatmaker. Donc, incroyable, incroyable. Merci aux gens qui ont voté. C'est ça. Mais pas moi-même. Non, de Dieu. Le mec élu. Tu es l'élu. L'élu, c'est lui. Je vais me la raconter maintenant, je suis l'élu. Donc voilà. Je vais changer de blase. Altarba en politique. Ce live, il est vraiment fait par la SACEM, pour les beatmakers, et aussi en grosse partie par les beatmakers. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour vous à vraiment prendre. Alors, si vous pouviez le partager, liker, commenter, parce que pour que ça passe un petit peu la barrière, vous connaissez l'algorithme. Donc voilà, si vous pouvez faire toutes ces petites choses dans les groupes et tout ça, ça nous aiderait énormément. Donc, nous revoilà donc à la SACEM. Donc, je pense que déjà, on va un petit peu parler. Déjà, la première chose, comment adhérer à la SACEM, tout simplement. Mais c'est une excellente question, Jean-Baptiste, à laquelle je n'avais pas prévu que tu me la poses. Tu n'avais rien préparé. Non, mais c'est vrai que il y a aussi des questions. C'était hyper intéressant de voir les questions en amont du live, parce qu'il y a eu plein de questions qui parlaient de comment récupérer mes droits, je suis pas adhérent, etc. Alors effectivement, je vais spoiler direct. Si t'es pas adhérent, on peut pas récupérer tes droits, parce qu'on peut pas deviner qui tu es, etc. Donc c'est vrai que maintenant à la SACEM, on peut adhérer en ligne. Alors, je m'étais proposé vite fait, parce que je ne vais pas saouler les gens, mais vite fait de montrer un peu quelle tronche ça a sur le site de la SACEM. Adhérer en ligne, maintenant, ça prend 5 minutes. Donc, je partage mon écran 1 seconde pour vous montrer un peu comment ça se passe. Mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Oui, là, on le voit, nous. Ah ouais, on voit nickel. Ah, génial. Donc voilà. Donc si tu veux, tu vas sur le site de la SACEM, tu tapes adhérer, voilà. Donc tu peux déclarer tes œuvres, rejoindre une communauté, etc. Donc tu adhères en ligne, bam. Hop là. Et tu peux adhérer, tu as deux possibilités. Soit tu es un auteur-compositeur, voire même réalisateur, parce que nous, on représente aussi le droit des réalisateurs de clips, pour ceux qui ne savent pas, voire même auteur de doublage, sous-titrage, parce qu'on représente aussi les droits des auteurs de doublage et de sous-titrage, pour ceux qui ne savent pas. Ou alors éditeur. Pour l'instant, l'adhésion en ligne, elle se fait sur ce qu'on appelle les créateurs, c'est-à-dire les auteurs, les réals, les auteurs de doublage.
tu continues. Je te la fais très courte, mais là, c'est hyper important aussi. Ce dont tu as besoin pour adhérer à la SACEM, c'est une copie de ta carte d'identité ou de ton passeport, ce qui est quand même pas le bout de la terre, et un justificatif d'exploitation de ton œuvre. Alors là, tu pourrais me dire, mais c'est compliqué, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est hyper simple. Un justificatif, c'est une capture d'écran de n'importe quelle plateforme, YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud, ce que tu veux, avec minimum 1000 vues. Parce qu'effectivement, part du principe que si tu n'as pas une seule de tes œuvres qui fait 1000 vues, peut-être que ça, pour être honnête, ça vaut un peu moins le coup d'être membre de la SACEM. Il faut un petit peu que ça génère un minimum de stream, qui est de 1000 vues. Voilà. Si tu as fait des choses en physique, donc c'est la jaquette du CD ou du vinyle ou du DVD sur lequel tu as fait, ou alors une attestation de radio si tu as fait des concerts, etc. Mais la plupart du temps, ça va être une capture d'écran d'une plateforme, soit YouTube, soit Spotify. C'est quand même simple. C'est ces deux trucs-là qu'il te faut. Et puis ensuite, il faudra bien sûr payer les frais d'admission qui, depuis le Covid, ont été ramenés de 150 à 100 euros. Voilà, on a fait une. J'ai payé 150. Voilà, écoute, je te paierai un café. Merci. Voilà, ensuite, tu saisis ton adresse mail. Voilà, bam. Là, on a fait une adresse. Voilà, tu reçois un email qui te dit pour confirmer. Tu reçois un code. Tu continues l'adhésion en ligne. C'est ultra instinctif. Ensuite, tu dis ce que tu es, réalisateur, auteur compo ou auteur de doublage. Donc là, on va dire que c'est JB qui s'inscrit. Voilà, tu remplis ton nom, ton prénom, etc. Donc là, on a fait un truc qui a un certain Jérémy. Tu peux mettre ton pseudonyme, sachant que tu peux en ajouter autant que tu veux une fois que tu es membre. Donc tu peux avoir 14 pseudos. Et c'est très important de les mettre, les pseudos. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider, notamment en online, à aller récupérer tes droits. Si jamais tu sors une œuvre sous un autre nom, ça nous aidera beaucoup. Ça aidera les robots sur les plateformes pour aller relier une vidéo ou un stream avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si on ne sait pas que tu as le pseudo Pégase et qu'on voit des trucs de Pégase, on ne peut pas deviner que c'est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, tu mets ton adresse, tu peux la saisir manuellement si c'est pas reconnu par Google Maps. Bam, tu enchaînes, tu valides, tu mets ta date de naissance, tu uploads ta carte d'identité, ta nationalité, parce que c'est aussi important de le dire, mais la SACEM, c'est une société qui est ouverte au monde entier. On a plus de 80 nationalités différentes, on a 25 000 membres de l'étranger. Voilà. Ensuite, alors, effectivement, tu vas mettre le nom de l'œuvre pour lequel tu as donné le justificatif. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envoyé un justificatif, donc il faut dire de quelle œuvre il s'agissait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui était auteur, qui était compositeur. Si c'est une instru, tu mets pas d'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Justificatif d'exploitation, donc c'est la fameuse capture d'écran dont on parlait tout à l'heure. Bim, le formulaire a été rempli avec succès. Là, tu vas recevoir un email juste pour signer électroniquement et ensuite un autre email pour payer, soit par carte bleue, soit par PayPal. Et bam, t'es membre de la SACEM. Voilà. C'est rapide aujourd'hui, hein, la vache. Ouais, donc, c'est un peu plus simple qu'à mon époque, c'est cool. Ouais, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était l'époque du papier, c'était voilà. Donc, et envoyer des CD et tout, il me semble. Enfin, moi, je crois que j'avais dû envoyer mon CD. Mon premier album ou le deuxième, je ne sais plus. Effectivement. Exactement, si ça remonte. Donc, merci de m'avoir laissé le temps de montrer ça, Jules. Merci, JB, parce que je trouvais que c'était important de dire, voilà, juste de casser un peu des espèces d'idées préconçues, de se dire, c'est compliqué, j'y comprends rien. Déjà, rien que d'être membre, bon, là, on l'a fait un peu vite, mais je pense que tu mets 10 minutes, non? Tu vois? Au pire, voilà, ceux qui veulent le revoir, il y a le replay après. S'ils ont besoin de plus de temps pour voir comment ça s'est passé, ils peuvent regarder en replay sans aucun problème. Je mettrai le lien aussi en commentaire. Bah voilà, nickel, ça c'est parfait. Donc déjà, bah voilà, je pense qu'on va passer aux premières questions qui ont été posées, je pense. On a fait un petit peu le tour de ça, je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai donc ce petit papier avec les questions qui sont souvent le plus revenues, parce que on ne peut pas répondre à tout le monde là dans cette première demi-heure. Mais par contre, on a vu certaines qui étaient importantes et qui revenaient souvent et qui sont souvent très proches d'autres questions et qui pourront répondre, en fait, on va dire un peu plus globalement. Voilà, donc je vais essayer de lire le mieux possible. Donc une question de Kevin Bory plus Antoine Bibot qui posait la même question. À partir de quel moment peut-on définir qu'un sample a été suffisamment déstructuré pour être considéré comme une œuvre originale et ne plus être clearé? Bah alors, Jules, tu voulais raconter vite fait ce dont tu m'avais parlé juste avant ou... Non, mais moi, ce que j'avais parlé, en fait,
on parlait avec Senbei, un beatmaker avec qui je travaille, qui a sûrement une autre façon d'aborder la chose d'une manière assez récente aux États-Unis, qui dit qu'à partir du moment où l'œuvre est méconnaissable, en fait, il n'y a pas de droit aux ayants droit pour attaquer le nouveau son, donc le son avec le bout samplé. Mais je n'ai pas plus d'informations sur ce truc-là, donc c'est pour ça que je n'étais pas sûr d'en parler. Maintenant, est-ce que c'est la même chose en France? Et comme tu m'as expliqué, du coup, apparemment non. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau déstructurer le sample. Après, je pense que quand les gens ne le reconnaissent pas, de toute façon, ils ne peuvent pas se dire que tu les as samplés. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Si tu veux, le truc, c'est que je voyais aussi dans les commentaires, il y avait des mecs qui disent est-ce qu'il y a une loi ou est-ce que c'est la règle du pas vu, pas pris? Alors moi, ce que je disais souvent quand j'étais producteur ou éditeur, c'est que le truc, c'est que tu peux faire des trucs un peu à la one again tant que ton titre il n'est pas trop vu. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de vues, t'inquiète pas qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi et que si tu as samplé quelque chose d'un peu flou, en général, on va commencer à gratter. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je dis, quand tu commences à avoir du succès, il vaut mieux être clean. Mais pour répondre à la question, en gros, tu as la loi et puis tu as l'application de la loi. Donc tu as la loi et puis tu as les jurisprudences. Et la loi, moi je donne juste la loi, hein, je donne pas mon avis. C'est que la loi, c'est qu'à partir du moment où tu utilises quelque chose, une matière sonore qui ne t'appartient pas, en théorie, tu dois aller demander l'autorisation à l'ayant droit si tu peux l'utiliser et si tu peux la modifier. Parce que le mec, il a fait un titre, il a peut-être pas envie qu'il soit pitché, accéléré, ralenti, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la théorie. Après, effectivement, tu l'as dit, Jules, en pratique, si le titre il est absolument reconnaissable, déjà, moi j'ai envie de te dire, bon, si tu l'as vraiment rendu complètement gloubi-boulguesque et que tu comprends plus rien, pourquoi l'avoir samplé? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y avait un truc qui était intéressant. Mais pourquoi pas? Mais surtout, tu dois en théorie, demander l'autorisation. Donc, et tu dois même, après, discuter avec eux sur deux aspects. C'est l'aspect compo. Ça, l'aspect compo, c'est ce qu'on gère à la SACEM, c'est-à-dire un peu, entre guillemets, la partition, c'est-à-dire vraiment la composition, et puis l'aspect master, c'est-à-dire l'aspect interprétation. Et c'est-à-dire que quand tu vas sortir ton titre, eh ben, tu vas utiliser un sample, et ben, normalement, tu dois te mettre d'accord avec le compositeur du sample pour dire, OK, bon, bah, on le dépose à la SACEM, ce nouveau titre, cette nouvelle œuvre, tu vois, et on fait 50-50, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, normalement, c'est une démarche qu'il faut faire. Et si tu la fais pas et que tu te fais attraper, ça s'appelle de la contrefaçon. Et donc, effectivement, là, tu peux avoir des soucis, mais c'est pas la SACEM qui t'en causera des soucis. C'est les juges. La SACEM, elle attaque, globalement, elle prend pas parti, comme je disais, entre deux membres qui s'engueulent l'un et l'autre, elle va pas prendre parti. C'est les juges qui vont juger s'il y a vraiment eu utilisation frauduleuse d'un sample. Tu vois ce que je veux dire? Ok, après, du coup, ça a amené, en fait, quand tu dis, par exemple, en fait, pourquoi utiliser un sample si on le rend méconnaissable? C'est que c'est une manière de travailler aussi qui, dans le sampling, qui est pas mal, c'est servir des samples comme texture. Et c'est des résultats qu'on ne peut pas forcément atteindre en regardant. En fait, il y a des choses que tu ne pourras pas. Ouais, même tu pourras. Alors après, sampler, ça veut dire échantillonner, donc tu n'es pas forcément obligé de sampler de façon à un truc préexistant. Mais tout l'intérêt de sampler des trucs préexistants, c'est qu'en fait, tu as aussi tout le grain de l'époque. Tu as des choses, des sons cachés derrière le sample, même si tu as un violon, si tu as des bruits derrière, Bien même sûr. si on ne va pas les entendre dans le morceau, c'est ça qui va créer une texture et qui va créer. Et c'est pour ça que moi, j'arrêterai jamais de sampler, entre guillemets. D'une, parce que je ne suis pas un grand compositeur, mais de deux aussi, parce que c'est cette recherche de texture, plus que de reprendre une boucle et d'en faire, tu vois, de la laisser telle qu'elle. Maintenant, toutes ces manières de travailler, elles ont donné un peu la base du hip-hop et de la musique électronique. Mais maintenant, ça se fait de moins en moins, de toute façon, de sampler à fond, et ce qui n'est pas plus mal aussi. Maintenant, on travaille de plus en plus les samples, quoi. Ouais, oui, ou alors même, maintenant, les jeunes se mettent à fond dans. Même si on peut appeler de la théorie musicale, apprendre à faire des suites d'accords, des choses comme ça. Il y a aussi, on a accès à tellement de, tu vois, des trucs comme Contact, où là, tu as carrément le son d'un orchestre sous les mains. Mais maintenant, oui, c'est vrai que l'intérêt même de sampler un truc jusqu'à qu'il en devienne méconnaissable, c'est justement parce que tu travailles à la base d'une texture et que ça te donne des sonorités que tu n'aurais sûrement jamais eues, même en ramenant des musiciens chez toi. Parce qu'un violon, il ne va pas sonner pareil dans les années 50 que dans les années 2000, même si tu peux reproduire artificiellement des grains et des textures d'époque. Et après, pour revenir, quand tu disais oui, en fait, c'est le principe, si tu es une vache toute maigre, ils ne vont pas essayer de manger sur toi. Maintenant, si tu es bien gras, s'il y a de l'argent à se faire, en général, ça
on va dire ça. Si c'est pour les gros artistes, maintenant, ça peut arriver que voilà, même des petits se fassent. Moi, je me suis jamais fait emmerder personnellement. Bah, après, je touche du bois, tu vois, mais je sais que voilà, ça dépend aussi de l'argent que tu génères avec ta musique, en fait. Si l'argent que tu génères, c'est moins que ce que ça coûte un procès, les mecs, ils vont pas essayer de te faire de t'emmerder. Par contre, après, il y a aussi, ils peuvent trouver ça insupportable que tu samples leur musique. Il y en a qui vont truc, dire voilà, c'est un scandale, et là, du coup, ils s'en foutent de l'argent, ils veulent juste que tu enlèves cette merde d'Internet. Ça arrive, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle le droit moral, hein, et effectivement, en tant qu'auteur d'une œuvre avec un grand E, mais tu peux, en tout cas, la loi te donne l'autorisation de t'opposer, tu vois, s'il y a un artiste que tu peux pas blairer ou je dis n'importe quoi, enfin, puis même si c'est aussi si par exemple ton œuvre, on la propose de la mettre dans un documentaire à la gloire du régime nazi, je dis n'importe quoi, bah, tu dois pouvoir avoir le droit de pas. Et donc ça, tu opposes ton droit moral en disant, moi, c'est pas une question d'argent. Je veux pas que mon œuvre, elle soit dans un. Donc, c'est vrai que c'est un peu là, on rentre un peu, c'est un peu de l'éthique ou de la morale, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la loi, elle dit qu'à partir du moment où et moi, je me suis déjà retrouvé en tant que producteur dans des cas où, si tu veux, tu as même des juges qui dépêchent des experts et qui vont regarder dans ta session Pro Tools, hein. C'est-à-dire que même si c'est très peu reconnaissable, ils vont regarder les stems, ils vont regarder les pistes et ils disent, oh ah ouais, putain, carrément, les mecs peuvent se ramener chez toi. Ah, je savais pas ça. Bah, comme tu le disais, c'est Black Mirror, c'est un peu. Ouais, s'il y a de l'argent en jeu, d'accord. S'il y a de l'argent en jeu, ils dépêchent un truc, ils disent, bah monsieur, voilà, ils saisissent tes disques durs, ils disent, bon, bah, allez, on va aller regarder. Parce que souvent, c'est des mecs qui disent, ah, mais non, mais moi, j'ai rien samplé. Ils disent, bah, vous avez rien samplé? Ok, bon, bah, on va regarder les sessions. Donc, ils partent au studio. Donc, moi, je ne prends pas parti sur ce que c'est. La règle, c'est effectivement, c'est ça. Moi, en tant que SACEM, je te dirais pas le contraire. Tu vois, voilà. Donc là, on va partir à Kevin Bory encore, qui sampler une phrase ou un mot pour illustrer une instru nous fait-il forcément sauter des droits d'auteur sur celle-ci? Est-ce la même façon de juger cette action si les mots, voire les syllabes, ne sont pas dans le même sens que l'original? Et est-ce que cela donne un sens et que ça donne un sens sémantique à la phrase utilisée? Ou si le mot est mis en valeur dans l'instru, n'était pas un mot fort dans le sample original? Ouais, je les ai lues, là, les questions, toutes les questions de Kevin, elles tournent toujours autour de ça. Et d'ailleurs, c'est un sujet hyper intéressant, hein. Et globalement, c'est toujours la même question. C'est comment, à partir de quand un sample devient original? Est-ce que des mots utilisés séparément, etc. Enfin, il y en a qui parlent de droit de citation quand ils utilisent des textes, mais le droit de citation, ça existe pour l'information, ça existe pour le journal de 13 heures, mais ça n'existe pas en musique. Donc, tu vois, par exemple, la question aussi d'après de Kevin, elle dit, mais comment fait un groupe comme C2C? Il te cite d'ailleurs même Jules, donc tu vas pouvoir dire comment toi tu t'organises si tu veux. Mais par exemple, moi, C2C. Dis-moi, dis comment C2C font. Ouais, voilà. Moi, j'ai un petit peu bossé avec eux et je connais bien leur éditeur. Et si tu veux, C2C, je sais que par exemple, bon, bah, eux, ils travaillent avec des beatmakers et ils leur disent, voilà, moi, ils leur donnent des moods de musique qu'ils voudraient. Ils leur disent, voilà, je voudrais des trucs un peu Dixieland. Ils vont aussi voir des catalogues, des vieux catalogues. Ils vont voir des producteurs de vieux catalogues en disant, ah, ces trucs-là, comme tu le disais, ils ont une patine que je kiffe, etc. Et donc, ils se mettent d'accord en amont. Ils disent, bon, voilà, si j'utilise ces samples-là, qu'est-ce que tu me donnerais? Est-ce que je peux te faire une licence? Ils se mettent d'accord sur des points en amont. Et ensuite, ils partent en studio, ils rigolent. Et donc, tout est pré-clearé et tout est clearé et tout est nickel. Parce que je sais qu'effectivement, eux, ils ne veulent pas de soucis, etc. Tu vois, pour ça, je te donne un exemple que je connais bien. Et d'ailleurs, après, quand on parle de C2C, c'est sûr que là, c'est un niveau qui est quand même, enfin, tu vois, sans fausse modestie, mais c'est un niveau qui est quand même plus élevé que le mien, dans le sens où il y a plus d'écoute là-dessus. Donc, forcément, ils ont tout intérêt. Ils ont fait quand même, je crois, des grosses musiques de pub aussi. Ils ont tout intérêt en fait, à partir avec des scuds clearés, parce que eux, c'est quand même des histoires de plus gros sous, de plus de visibilité, tout ça. Maintenant, moi, je te dis, comme si tu posais la question, en général, je ne déclare pas les morceaux. Je m'excuse, il y a des morceaux que je ne suis pas en SACEM, que je ne demande pas de droit SACEM dessus, parce que je sais qu'à un moment, j'ai aimé sortir le morceau, mais qu'il y a un échantillon qui va être trop grillé comme dans le jargon, donc je préfère ne pas toucher dessous dessus. Ou alors, tu peux travailler avec un éditeur qui va te dire ces 4 morceaux de l'album, ceux-là, je les verrais bien. En fait, ils sont potentiellement synchronisables, ou tu vois, il pourrait y avoir des synchros. Quand j'appelle synchro, c'est des pubs ou des trucs comme ça. Ceux-là, on va les clearer. Et puis, le reste des morceaux, par contre, en fait, tu les mets moins en avant, voire tu ne touches pas de droit dessus pour ce qui est la SACEM. Moi, je pense que j'ai un tiers de mes morceaux qui sont en SACEM
les 2 tiers qui sont sortis sur lesquels je touche pas. Je suis pas sûr du pourcentage, mais c'est à peu près un truc comme ça. Donc C'est dommage, t'imagines un peu, tu pourrais gagner plus. Ouais, mais bon, le problème, c'est que déposer. c'est gagner ou alors beaucoup perdre à un moment. Et moi, je suis pas dans une économie qui me permet, tu vois, de me manger des procès, des trucs comme ça. Donc Non, mais forcément, si tu déclares, si tu te mets d'accord avec les mecs, après, une fois, plus personne peut t'attaquer. Hein. Tu vois ce que je veux après, moi, dire? j'ai des morceaux où tu as parce que moi, je fais autant il y en a qui travaillent d'une manière plutôt minimaliste. Après, je ramène, tu vois, je te parle de moi, là, mais moi, je peux t'en foutre 50 des fois, des samples différents. Alors, des Ouais. fois, tu as des bribes de secondes et tout dans un seul morceau. Du coup, là, ce serait rien que le morceau, écoute un bras, laisse tomber. Je ferais fuir tous les Ouais. labels si je commençais à faire. Mais bon, après, encore une fois, voilà, le but, c'est de pas, on va dire, se croire tout permis de manger sur la part des autres, mais aussi de pouvoir faire exister une musique qui est à la base de mélange de samples. Il y a plein d'artistes qui n'auraient jamais pu sortir leurs morceaux. Je pense à une époque, si tout était fliqué dans tous les parts, il y a plein de trucs qui seraient jamais sortis. Je sais pas trop, mais un groupe comme Prodigy, par exemple, qui ont fait leur morceau Smack My Bitch Up, quand tu vois le nombre de samples qu'il y a dedans, je suis pas sûr qu'à l'époque, ils aient tout clearé, mais maintenant. Mais Non, parce bon, qu'à l'époque, si tu veux, c'était le il fallait Far qu'ils West. Mais depuis, c'est ça l'a bien que été. ces Hein. morceaux. Ah ben, je pense, oui, mais à l'époque, je pense que ça aurait été compliqué. Et c'est bien que ce morceau existait parce que d'une façon, même s'il reprend plein de trucs à droite à gauche, au final, c'est un monument de la musique pour moi et on aurait été con de s'en priver à cause de clearage de sample. Maintenant, voilà, c'est un peu au cas par cas en fait, et surtout, ça dépend de l'ampleur de la carrière d'un artiste, je pense. Ouais. Et puis, ce Ça qu'il peut le faut dire, rattraper c'est. derrière aussi. Tu as raison, mais ce qu'il faut dire, c'est que les producteurs, les éditeurs aujourd'hui, comme tu dis, à l'époque de Prodigy, c'était un peu le Far West, mais maintenant, les gens sont habitués à le faire et aussi à recevoir des demandes. Hein. Donc, si tu veux, c'est des choses qui sont quand même plus fines. Après, tu me dis dans les faits, si tu as un titre où tu as 55, 60 samples, évidemment que j'aimerais pas être ton avocat, tu vois, parce que tu te grattes la tête, mais nous, on peut que encourager à le faire parce qu'effectivement, du coup, tu peux déposer des nouveaux titres, ça fait des offres composites, ça fait des nouveaux droits pour le mec que tu samples, ça fait des nouveaux droits pour toi. Et je peux te dire que moi, les éditeurs avec qui je parle, ils ont envie que leur catalogue vive. Tu vois ce que je veux dire? C'est une deuxième vie pour une œuvre pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, après, ouais, bien sûr. Non, mais c'est juste qu'après, moi, en ce qui me concerne, les morceaux, ça va. Les trucs qui vont générer vraiment pas mal de thunes, et j'en ai pas énormément, voire pas. En général, ceux-là, on essaie de les clearer, tu vois, comme ça, au moins tout le monde est content. Bien sûr. Et puis si tu as un bon plan pub ou un truc qui tombe dessus, voilà, tu vois, à la fin, c'est vraiment tout le monde bouffe, tout le monde est content. Maintenant, je peux pas te parler. La question est elle citait d'autres groupes aussi. Je peux pas parler à leur place parce que pour le coup, je sais pas comment ils procèdent. Mais c'est vrai que l'abstract hip-hop, c'est un genre qui se veut rétro dans le sampling et tout. Donc forcément, on y passe un peu par là. Mais, euh, mais voilà, ouais, je pense que j'ai répondu à la question. Je sais pas si JB, toi, tu avais un truc à Bah, ajouter là-dessus. en fait, il y a deux façons de clearer de façon légale. Soit de la faire rejouer, enfin faire rejouer un truc dans l'esprit de par un autre musicien, soit le déclarer à l'ayant droit. Il n'y a pas d'autre solution en soi. Si C'est, si tu la fais jouer, tu n'as pas à clearer l'interprétation, mais il faudra quand même clearer la compo. Tu vois ce non, que je je veux parle dire? dans l'esprit de. C'est soit tu t'affranchis de ce que tu voulais faire exactement, et dans ces cas-là, éthiquement, tu te dis, bon, vu que le mec, je ne peux pas payer par exemple les droits, et dans ces cas-là, bah, je vais faire un truc qui ressemble sans l'être, ce qui se fait énormément, on ne va pas se mentir aujourd'hui, hein. Et pour arriver à quelque chose de semblable et nouveau, soit tu le déclares carrément à la personne, parce que, en fait, là, il y a une question qui parle d'éthique et de légal. Autant le légal, il dit non, autant l'éthique devrait le dire aussi. Parce qu'en soi, c'est des gens qui ont travaillé. Par exemple, dans 50 ans, si quelqu'un reprend votre morceau que vous avez fait et en fait n'importe quoi sans votre autorisation, ou se fait de l'argent sur votre dos ou sur ceux de vos petits-enfants, Euh, vous penseriez quoi? C'est un peu le même principe que le crack dans les VST, par exemple, où c'est vrai, on a accès à des milliers de cracks, mais est-ce que c'est bien pour autant? Alors, bien sûr que si vous êtes petit, les éditeurs de plugins ne vont pas forcément vous tomber dessus. Mais dès que vous avez commencé à palper de la thune, là, c'est là que les vrais problèmes vont commencer, parce que les mecs vont pas s'asseoir sur 1 million ou 500 000 ou 100 000 comme ça. Ils vont pas vous lâcher. Donc, Ah, c'est éthiquement, sûr que de toute façon, dès que tu dégénères 100 000 euros, à partir de même plus de plusieurs milliers d'euros sur un morceau, en fait, en une fois déjà, je trouve il vaut mieux le déclarer. Si tu as un plan pub, par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il vaut mieux le déclarer, oui, c'est sûr. clairement, Ah, mais clairement. c'est. Maintenant, il y a plein de musiques qui pourraient ne pas être.
qui pourrait pas exister, sinon à chaque fois les mecs refuseraient et tout, et ce serait dommage aussi. Moi, je suis plus pour je pense il faut un peu de souplesse, mais bon, c'est sûr que dès qu'il y a à bouffer sur la table, si tout le monde a envie de partager le repas, c'est sûr après. Et puis si tu as un plan pub et que tu files ta musique à la pub, moi pour avoir bossé dessus, je peux te dire que l'annonceur, il te dit OK, alors tu me garantis que ce que tu me files, c'est nickel, il n'y a pas de problème, et s'il y a la moindre couille dans le potage, c'est pour ta pomme. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu lâches un plan pub, il faut vraiment que tout soit clairé pour de vrai, quoi. En plus, c'est Il déconne pas, hein. pour pour ton propre bien, quoi, parce que c'est toi qui es responsable. C'est surtout qu'en plus, après, ça va pas trop les emmerder. Par contre, toi, quand ça va te tomber dessus, et que des fois, souvent dans les plans pubs, tu es payé entre guillemets en licence. C'est ça qui est le premier truc qui va te rapporter, et c'est en général 450 balles la minute. Le procès qui va te tomber sur la tronche, s'il y a des droits d'auteur et tout ça, ça va te coûter plus cher que ça, hein. Donc c'est soit Ouais. tu te mets bien dès le départ et tu te mets honnête. De toute façon, au bout d'un moment, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un crime, mais ça ne paie pas, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose, si tu le fais, À long terme, tu n'es pas gagnant. c'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, tu pourrais faire à peu près ce que tu veux, juste en prenant le temps d'écrire qui t'a samplé et ce que tu as fait. Après, c'est sûr que si tu en fais 60, comme il disait tout à l'heure, ça devient plus compliqué. Mais si tu en as quelques-uns, prends ce temps-là, déjà pour toi, pour te sentir bien, et aussi pour ceux qui ont travaillé et qui t'ont fourni ta matière. Après, C'est moi, je pense que là, ça correspond à des disques qui sortent en maison de disques ou même en indé, mais si en fait, on perdrait pas mal de musique, je pense, s'il fallait tout le temps être d'une rigueur comme ça, implacable. Il faut aussi, après, moi, c'est mon avis, hein. Faut quand qu'à tu la penses, fois, faut être dans le respect de la musique des autres, mais il faut aussi laisser un peu le truc se faire, je pense. Après, bon, c'est pas moi qui fais les lois, donc c'est pas moi, je moi qui pense décide. surtout sur le fait d'en fait, à partir du moment où tu veux gagner de l'argent avec cette musique, faut être honnête aussi avec les gens qui te permettent d'en gagner. Tu vois si tu vois Ouais, ce que après, je veux dire. ouais. Après, Le tu peux problème, la c'est que faire. après, je veux te dire, sur tout ce qui est, moi, tu vois, édition, tout ça, quand je vois comment ça fonctionne un peu, c'est que c'est des démarches des fois qui sont super longues. Mm. Tu vas perdre une certaine spontanéité, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Moi, écoute, moi, après, je dirais à un mec qui se lance, qui veut faire du sampling ou même qui le fait, c'est pas la peine non plus de. Il faut faire attention, mais c'est pas la peine non plus de se foutre une pression énorme avant de sortir ses morceaux. Du moins sur Internet. Tu vois, si tu mets sur des. Après, bon, Mais faut toujours. tout à l'heure, tu parlais de Traclib. Ça, je trouve que ça pourrait Voilà, être ouais, c'est vrai que Traclib, par exemple, on n'a pas abordé. la France, par exemple, la SSM fasse un genre de Traclib, par exemple, qui est en contact. Je sais c'est une idée comme ça, mais qui est en contact avec les ayants droit et les compositeurs pourrait faire une genre de plateforme où il y a des sons déjà préapprouvés par les propriétaires, par les ayants droit, avec tant de pourcentage. Tu regardes le pourcentage, tu le mets, tu sais très bien, à partir du moment où tu as cliqué valider, c'est parti, tu as déjà le contrat pré-signé, entre guillemets. Ouais, alors je connais un peu Traplu, je connais pas très bien, mais la promesse est belle en tout cas. La promesse est belle. Après, c'est vrai que nous, à la SSM, pourquoi on fait pas ça? Parce que comme je te disais, on est une société de gestion collective, donc on représente tout le monde, et ça, ce que tu décris, c'est pas mal un taf d'éditeur. Et que l'éditeur, et d'ailleurs, la plupart, enfin 99% des éditeurs font bien leur boulot. Et donc, c'est plutôt eux qui peuvent mettre à disposition, qui peuvent faire de la mise en relation, tout ce que je veux dire. Donc, en faisant ça, on ferait un peu le taf de certains de nos membres, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Tout ce que je veux dire. Après, je sais pas, j'ai jamais utilisé En fait, Traclib. Je sais pas si toi, tu as déjà utilisé JB Traclib. Non, 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 non plus. C'est assez récent d'ailleurs, je pense, ce genre de site. Après, si tu veux, il y a d'autres, alors c'est encore autre chose, mais dont des sites comme BeatStars, etc., bon, qui permettent de filer, qui donnent des boucles un peu, dont on dit qu'elles sont libres de droit. Moi, ça me fait toujours marrer le mot libre de droit, parce que ça n'existe pas, libre de droit. C'est le premier qui la déclare qui gagne, en fait. Et voilà. Et donc, si tu veux, mais BeatStars, ils ont un modèle que moi je respecte parfaitement. C'est-à-dire qu'en gros, ils licencient des boucles, mais en revanche, ils sont propriétaires des boucles. Donc, si tu veux, BeatStars, ils sont membres d'une société de gestion collective, hein, parce qu'en fait, il y a demain, il y a Jules qui dit, mais moi, il y a un titre sur BeatStars qui m'intéresse. Ok, mais je le prends. On dit, tu vas payer un abonnement pour y avoir droit, etc. Et donc, dès que tu vas l'utiliser, eh ben, le BeatStars, en tant qu'éditeur, sera rémunéré par la SACEM. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on rémunère les œuvres qui sont exploitées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu ne seras jamais compositeur de ça. Même si tu le modifies dans tous les sens, ça sera toujours l'ayant droit qui sera éditeur. Tu ne pourras jamais la déposer toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et ça, c'est le business model. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils disent, on te laisse l'utiliser, en échange de quoi? Nous, on est éditeur de l'œuvre et nos ayants droit sont compositeurs de l'œuvre.
C'est un deal qui existe très souvent, hein, et pourquoi pas. Alors, genre, il faut juste bien garder en tête que le business model de ces organisations-là et des compositeurs qui sont derrière, bah, c'est la SACEM. Hein. Ils nous kiffent, hein, au même titre que bah, c'est certains de nos membres, et donc on respecte, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas du tout libre de droit. C'est ça. Alors, est-il possible de faire une demande de backclaim si un morceau est déposé plus d'un mois, mais moins d'un an après la release? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et c'est Geoffroy, je crois qu'il a posé cette question-là. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Je m'explique. Peut-être que je peux juste parler vite fait, en plus le temps passe, mais ça parle juste du rapport sur les plateformes, de la SACEM et des plateformes. Déjà, parce que les questions qui viennent souvent, c'est quels sont les rapports entre les plateformes et la SACEM. Bah, très bonnes, hein. Enfin très bonnes. Oui, bonnes. Ce sont des gens avec qui on travaille régulièrement, qui nous payent des droits pour pouvoir exploiter notre catalogue de 190 000 artistes, dont Jules. Et donc, ils nous filent une redevance qui est un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Comment les droits sont calculés? C'est assez simple. En gros, on prend la part de donc nous, on a un pourcentage de l'abonnement, hein, mais il ne faut pas oublier que ça peut être très différent. Souvent, on nous demande quelle est la valeur d'un stream. On n'arrête pas de me demander, mais putain, dès que je suis à un apéro avec des potes, mais ça vaut combien un stream? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse, parce que selon que tu sois streamé en premium, en freemium, en abonnement family, sur Spotify, sur Apple, sur Tidal, sur Qobuz, ça n'a pas la même valeur parce que les abonnements ne valent pas la même chose et que tu n'es pas streamé par des populations qui streament le même nombre de titres par mois. Je m'explique, c'est que comment nous on fait à la SACEM? À la fin du mois, la plateforme, elle nous donne tous les titres qu'elle a streamés dans le mois. Elle les envoie à toutes les SACEM du monde entier, tout le monde. Et donc, chacun va lever la main en disant, bah voilà, ça c'est Jules, moi c'est la SACEM, c'est chez moi. Les sociétés américaines vont dire, bah ça c'est The Weeknd, c'est chez moi, etc. Et à la fin, on va, ce qu'on appelle, réclamer notre dû. C'est-à-dire qu'on va dire, attention les gars, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et donc, on va chacun se partager le chiffre d'affaires. Sauf que pendant un certain temps, ce qui s'est passé, c'est que parfois, il y avait des sociétés qui réclamaient en double, c'est-à-dire que la SACEM et la SCAP réclamaient le même artiste. Et donc, dans ces cas de figure, les plateformes et tout le monde s'est accordé pour dire, écoute, on ne peut réclamer que les titres qui sont effectivement déposés chez vous. C'est-à-dire que si l'œuvre n'est pas déposée à la SACEM, tu n'as pas le droit, toi, à la SACEM, de la réclamer. C'est une loi internationale. La moralité, c'est qu'il faut absolument déposer ces œuvres, parce que si tu n'as pas déposé tes œuvres, on ne peut pas réclamer les droits pour toi. Si jamais tu n'as pas eu le temps de déposer parce que ça t'est arrivé, etc., on peut faire ce qu'on appelle un back claim, c'est-à-dire qu'on a environ 18 mois maximum entre le moment de la diffusion et le moment de la réclamation, en disant, OK, j'ai déposé 6 mois trop tard, et ben, je vais pouvoir revenir jusqu'à 18 mois en arrière. Ça, c'est le max. Ce que ça veut dire, j'espère que j'ai été clair, mais pour être très clair, encore plus clair, c'est que si le 1er juin, on a fait un titre sur Spotify qui fait 1 milliard de streams et que 18 mois plus tard, tu ne l'as pas déposé, tu paumes la totalité des droits des streams. La totalité. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est vrai qu'on parlait de 5 ans de rétroactivité des droits, mais ça, c'est vrai pour la radio, la télé, le cinoche, les concerts, voilà, mais pas en online, parce qu'on ne peut pas réclamer auprès des plateformes si on n'est pas déposé. Donc, c'est très, très important à savoir, parce que parfois, on a des beatmakers qui sont déçus, qu'on fait des bons scores, et comme on le sait tous, en streaming, les bons scores se font au début de la sortie, se font dans les quelques premiers mois de la sortie. En général, c'est rare qu'un titre stream beaucoup pendant plus de 6 mois, tu vois. Et donc, parfois, ils oublient de déposer le titre. Ils sont membres de la SACEM, mais ça suffit pas d'être membre. Il faut déposer les titres. Si on ne les dépose pas, on ne peut pas réclamer auprès des plateformes. Si on ne réclame pas auprès des plateformes, on ne peut pas récupérer les droits pour ça. Voilà. Eh ben merci. Moi, comme ça, c'est clair. Ça paraît clair. Alors, il y a Quentin Millet qui disait, je ne suis pas inscrit, donc on arrête ici. Si tu n'es pas inscrit, il n'y a rien. Ouais, je ne suis pas inscrit, mais j'ai quand même des œuvres posées sous mon nom. Alors, parce qu'effectivement, il l'a peut-être fait avec des potes qui, eux, sont membres de la SACEM et qui l'ont déclaré. Mais effectivement, on va peut-être pouvoir éventuellement mettre de côté son argent pendant un certain temps, mais il va falloir qu'il s'inscrive. Sinon, ne serait-ce que parce que
t'imagines bien qu'il faut qu'on ait son RIB. Donc, si on n'a pas de boule de cristal, on ne devine pas, tu vois. Donc, C'est ça. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a. Parce que là, j'arrive sur une question où on parlait d'exclus, non-exclus, d'exclusive rights. Et ça, c'est un gros problème souvent qu'on a, par exemple, avec BeatStar et tout ça. C'est un peu la foire où les gens ne savent pas trop où se retrouver. C'est le principe d'exclusive et exclusive. Donc, il y a l'exclusive à la française. Quand une instru est exclusive ou non exclusive, ouais. Le principe d'exclusivité est de garder, en fait, la personne, le rappeur ou l'artiste qui va chanter sur ta prod sera le seul détenteur des droits de l'utiliser, en gros. Voilà, ça, c'est l'exclusivité à la française. Après, l'exclusive right à l'américaine, ils cèdent les droits et tout ce qui va avec. Ils te prennent, t'as plus tes droits dessus, la prod, limite, ne t'appartient plus et tout ça. Voilà. Donc la différence, c'est qu'en France, ça, ne serait-ce que par les droits moraux de souvenir, c'est impossible de céder ses droits moraux. Je crois de souvenir, c'est même illégal. Je sais pas si tu ouais, peux t'as pas le me droit dire. Ouais, effectivement, en Europe, d'ailleurs, de manière générale, et même d'ailleurs aux États-Unis, c'est pas si simple que ça, hein, faut pas. Mais on va la faire simple, mais en gros, en Europe, évidemment, le droit moral, il est incessible et inaliénable. C'est-à-dire que il n'y a aucun contrat qui te permettra de donner, si tu as composé un truc, de le donner à quelqu'un d'autre en disant, t'en fais ce que tu veux, tu le mets dans tous les sens, tu me devras jamais rien, y a aucun, c'est pas possible. Le droit d'auteur et le droit moral, il est inaliénable, incessible et imprescriptible. C'est-à-dire que une fois, même quand ça sera tombé dans le domaine public et que ça rapportera plus d'argent, 70 ans après ta mort, les droits patrimoniaux qu'on appelle, c'est-à-dire une œuvre rapporte des sous jusqu'à 70 ans après la mort de l'ayant droit, et ben le droit moral pourra quand même s'appliquer. Je reprends mon exemple. Si par exemple dans 150 ans, les arrière-petits-enfants entendent la musique de Jules dans un docu à la gloire d'un dictateur, tes arrière-petits-enfants, ils ne pourront pas demander d'argent, mais ils pourront dire, vous me retirez ça tout de suite, parce que mon arrière-grand-père, il n'est pas trop pour les dictateurs, il n'est pas trop fan, donc on arrête. Et donc c'est à vie, et c'est même au-delà de ta vie. Donc Jules, tes petits-enfants sont protégés. Faut les briefer. C'est bon à savoir, je leur dirai. Dans le Ils testament, tu mets existeront. pas, si vous me foutez sur un truc Pas de dictateur. Non, vous laissez tomber. Allez, Si par tu truc de kiffes les dictateur. dictateurs, tu dis oui, Oh que les non, ça va, ça dictateurs. va, ça va, ça va. les Je droits sais pas. patrimoniaux, c'est différent. Pardon? Par contre, pour les droits patrimoniaux, c'est différent. Eux, on Les peut droits patrimoniaux, donc en gros, c'est ce qui est tangible, pour faire simple. Les droits patrimoniaux, et donc notamment les droits d'auteur et de compo. Hein. Quand je dis auteur, c'est avec un grand A à chaque fois, donc c'est auteur-compo. C'est jusqu'à 70 ans après la mort du dernier ayant droit. C'est-à-dire Ah, que mais si vous êtes. c'est ça la question. Est-ce que les droits patrimoniaux sont cessibles? Alors non, les droits patrimoniaux sont pas cessibles, c'est-à-dire que tu peux pas céder, en France, tu peux pas céder tes droits, c'est ce qu'on appelle un buy-out. Et donc en France, tu peux pas céder tes droits patrimoniaux. Enfin, je vais faire simple, s'il y a des juristes qui m'écoutent, ils vont me taper, mais en gros, non, tu peux pas céder tes droits d'auteur. Tu peux pas céder tes droits d'auteur, c'est-à-dire que tu peux pas, t'es compositeur d'une œuvre, tu peux pas les donner à quelqu'un d'autre. C'est toi l'auteur, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, toi qui as composé. ça va avec le moral. En fait, le moral et patrimonial marchent ensemble, entre guillemets, sauf dans la durée. Après, tu peux les louer. Tu peux faire ce qu'on appelle des licences exclusives ou non exclusives. C'est ce que tu fais quand tu fais une synchro de pub. Hein. Quand tu fais une synchro de pub, tu files ce qu'on appelle une licence non exclusive. C'est-à-dire que par exemple, pendant une période donnée, pendant 3 ans, tu fais une licence non exclusive. Ça veut dire que tu peux la filer aussi à d'autres pubs au mec d'utiliser ta musique pendant 3 ans pour faire la pub de Coca-Cola. C'est de la licence. C'est pareil que quand tu files ton sample pendant et en beatmaker, par exemple, tu as fait un son, le mec il dit OK, je veux te le prendre en licence, je veux l'utiliser, mais on exclut parce que je ne veux pas entendre l'instru posé par un autre mec 2 mois plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est Mais de l'exclusivité. en fait, ceux qui vendent en exclusive rights, c'est-à-dire où ils vendent leurs droits patrimoniaux et moraux sur BeatStar, par exemple, en France, sont soumis aux droits américains ou aux droits français. S'ils sont membres de la SACEM, ils sont soumis au statut de la SACEM qui dit qu'en gros, tu n'as pas le droit de vendre tes droits patrimoniaux et en France non plus. Donc, ça dépend sous quelle est quelle est la nationalité du contrat et aussi donc à quelle société de gestion collective tu as adhéré. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où tu vis.
Ça aussi, le droit, ça aussi, si tu veux, c'est le contrat qui va dire tout ça. Mais par exemple, si tu es membre de la SACEM, tu ne pourras pas céder tes droits parce que c'est contraire au statut de la SACEM. Parce que à la SACEM, il n'y a que des auteurs-compositeurs qui demandent rémunération. Si tu veux, toi, tu as adhéré à la SACEM pour qu'on aille chercher tes droits sur Spotify. Donc, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Donc, tu ne peux pas les céder puisque nous, on va les collecter pour toi, pas pour un mec qu'on ne connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça veut dire Kevin, 16 ans dans sa chambre, vend sur BeatStar, n'est pas à la SACEM. euh, il pourrait le faire, par exemple. Mais ce serait quand même illégal dans le sens où il est en France. Son pays de résidence, c'est en France. Normalement, il ne devrait même pas pouvoir. Bah, si tu peux le faire, mais après, s'il y a demain un procès, en 3/4 d'heure, il a gagné, quoi. D'accord. Bah voilà. Je pense que c'est important aussi parce que c'était une petite nuance souvent que enfin, l'exclusive, instru exclusive et exclusive rights, c'est souvent une nuance qui est assez compliquée et que les gens ont du mal à cerner. Tu veux qu'on passe sur Euh, des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil, parce que je vois que le temps passe. regarde, bah, je pense on a répondu à une grosse partie. Je sais que j'avais quelqu'un qui m'avait parlé aussi des réalisateurs, savoir s'ils pouvaient demander des droits pour les clips. Alors, c'est un petit peu à côté, mais pendant que je cherche autre chose dans le fil, est-ce que tu peux répondre à ça? Bah, comme je disais là, pendant l'inscription en ligne, là, tu peux choisir donc, comme rôle réal de clip. Et effectivement, nous, on collecte les droits pour les réalisateurs de clips. Donc, il ne faut pas hésiter, si jamais tu as réalisé un clip, tu t'inscris à la SACEM et nous, tu déclares ton clip. Encore une fois, il faut toujours déclarer. Il y a toujours cette espèce de réflexe. Je suis exploité, mes œuvres sont exploitées, que ce soit un clip ou un son. Je déclare, je dépose en ligne sur le site de la SACEM et à ce moment-là, bah, nous, on va collecter les sous pour toi en tant que réalisateur de clip. D'accord. Bah, là, je réponds à Quentin Millet qui dit donc BeatStar, c'est une carotte. Non, ça correspond à Non, un c'est pas une business carotte. américain, mais qui n'est pas forcément compatible avec nous, Français. Les droits d'auteur aussi forts, c'est une particularité réellement française, hein. Et alors, j'ai même européenne, si tu veux. C'est-à-dire que. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de créateurs qui peuvent vivre de leur art. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que aujourd'hui, le droit d'auteur, c'est aussi un patrimoine. C'est le patrimoine de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as composé des choses qui rapportent un peu de sous, plusieurs années après, quand c'est diffusé, ça te rapporte encore. C'est le patrimoine d'une vie de travail, tu vois ce que je veux dire? Quand ta création ne rapporte rien parce ça t'a rapporté juste un billet le jour où tu le fais, et puis que ça ne te rapporte plus jamais rien, euh, quel est le sens de la création? Tu vois ce que je veux dire? Qu'on ne rémunère pas les mecs à hauteur de leur exploitation. Tu vois ce que je veux dire? Donc Bizarre, ce n'est pas une carotte, parce que je ne connais pas les détails, mais je crois que les compositeurs je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que les compositeurs des samples qui sont sur Beatstar sont rémunérés par la SACEM. C'est juste que quand toi, tu l'utilises, toi, tu n'as pas le droit de te mettre en co-compo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que pour les Français, il y a une appli. Alors, bien sûr, c'est un pote, on en a parlé, tu le connais aussi, Axiom, qui a fait Kicker, qui a fait les démarches nécessaires pour que pour la SACEM, ce soit clean, en fait, son application. Je pense que pour nous, Français, ce serait plus intéressant d'aller taper là-bas que d'aller, par exemple, sur BeatStar, entre guillemets, dans la. Déjà, ça nous permettrait entre Français, mais Il voilà. faut consommer local, hein, c'est comme les carottes, hein. Donc Mais les voilà, bonnes carottes, celles-là, pas les carottes. ouais, c'est là. Donc voilà, je pense que ouais, déjà se rapprocher de ça, parce que moi je sais que j'ai été consultant pour eux et c'était une des conditions que j'avais parlé par rapport à la SACEM et tout ça. Et ils l'ont fait et franchement, bien fait. Et franchement, déjà, bravo à eux parce qu'il n'y en a pas des masses qui le font. Il y a une question lors du dépôt de l'œuvre, on en avait parlé. C'est quoi les clés phono et DR? Ça, ouais, bah, ça, on peut répondre assez simplement. En fait, SACEM. ouais, les clés. Alors, en fait, au moment du dépôt, alors, t'as deux types de droits pour faire très simple. Tu as ce qu'on appelle les DR et phono, c'est à peu près la même chose, droit de reproduction et phonographique. Et puis tu as les droits d'exécution publique. Pour faire très très simple, les droits d'exécution publique ou DEP, c'est tout ce qui est en concert. Tu vois, Jules, demain, s'il fait un DJ set quelque part, il va plutôt toucher un droit qui s'appelle donc du DEP.
Et le droit phono, c'est plutôt le droit qui est relié au disque ou au vinyle, et puis au streaming. Et donc, en DEP, le droit, il est à 2 tiers pour les auteurs-compositeurs et à 1 tiers pour les éditeurs. Ça, c'est statutaire. Alors qu'en phono, il est à moitié pour les éditeurs, quand il y en a un, parce que peut ne pas y avoir d'éditeur. Ouais. Je poserai Vas-y, une je t'écoute. question après par rapport à ça, justement. Vas-y, termine juste la phrase. Et donc, en gros, c'est 50-50 sur le phono. Et donc, à l'intérieur des 50% qui sont comment dire, dédiés aux auteurs-compositeurs, bah, c'est 25-25, c'est-à-dire 25 pour les auteurs, 25 pour les compositeurs, quand il y a un auteur, hein, parce que sinon, c'est la totalité. Et ensuite, à l'intérieur, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut avoir 5%, l'autre 25%, l'autre 1%. C'est de la discussion entre artistes, tu vois ce que je veux dire, entre créateurs. Ça, et vous déposez ce que vous voulez. Et ma question, c'est du coup, comment ça se fait que ces droits d'édition, donc qui représentent 50% à chaque fois, semblent un peu immuables? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelqu'un qui a décidé un jour que l'éditeur, il devait mériter 50% du bail, du truc, pardon, enfin du morceau. Qui a décidé ça et pourquoi c'est tout le temps le cas? Parce que moi, je trouve que ce serait plutôt négociable. Alors, je dis pas que ça pourrait être plus pour l'éditeur. J'aurais plus tendance à dire moins des fois, désolé aux éditeurs qui me regardent, mais qui a décidé que ce serait 50% pour l'éditeur? Alors, excellente question. Dis-moi. Et en fait, pourquoi ce chiffre-là plutôt qu'un autre? Et alors, hyper bonne question, parce que figure-toi que pour les droits phono, donc droits disques, plateformes, etc., 50-50, encore une fois, l'éditeur peut vraiment être un accélérateur de carrière et à mon avis, un accompagnant hyper important dans la carrière d'un créateur, mais ça arrive de ne pas en avoir. Et si tu n'as pas d'éditeur, c'est 100% auteur-compo, tu vois ce que je veux dire? Non, faut le rappeler à ceux qui nous écoutent. Mais le 50-50, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. C'est un usage. C'est surtout que tu as une partie que peu de gens, et tous ceux qui sont édités le sauront, n'ont jamais entendu parler du droit réservé. Et le fameux DR. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, le droit réservé, c'est quand tu bosses, par exemple, avec un artiste qui a un éditeur. Par exemple, j'imagine, demain, tu places pour Gims, qui lui a un éditeur. Et ben, tu sais que son éditeur n'est pas obligé de prendre 100% des éditions. Toi, tu as le droit, par exemple, représentant ta partie, de te représenter quoi, toi, comme droit réservé. Et ensuite, plus tard, quand tu voudras te mettre éditeur, eh ben, tu pourras récupérer ces droits réservés. On appelle ça être éditeur à compte d'auteur, c'est-à-dire que tu édites ta propre part. Et ça, alors aux États-Unis, c'est compliqué, parce qu'il faut monter sa boîte d'édition. À la SACEM, c'est automatique. Je ne vais plus placer une prod à cause de ça. Ouais, carrément. Non, mais sérieux, parce que si tu savais le nombre d'instrus qui sont à 100% édités par l'éditeur de l'artiste, parce que le beatmaker ne sait pas qu'il a le droit à ses droits réservés, c'est effarant. Ça représente beaucoup de carottes. Ça fait de quoi nourrir un beau potager. Nous, comme tu sais, on présente des éditeurs et en général, et tous les éditeurs qu'on connaît en tout cas sont honnêtes. Donc... Après, c'était pas pour comment dire, pour tirer sur les éditeurs, mais cela dit, ça m'est déménagé de me poser la question. Qui a dit que c'était 50% après tout? Mais effectivement, là, tu as raison, c'est que parfois, ils mériteraient plus, parce qu'effectivement, l'éditeur, parfois, il fait un taf de malade pour aller placer les titres. Moi, je connais plein d'éditeurs qui payent le loyer de leur compo pendant des mois et des années, parce que ça marche pas au début, et puis un jour, ça marche, tu vois ce que enfin, un éditeur, c'est un accompagnant de la carrière, tu vois ce que Non, et puis clairement, c'est pas, je veux dire, je dis pas que c'est un métier inutile du tout, hein. C'est juste qu'en fait, dès que ça parle de pourcentage, et même que ce soit entre artistes, tu vois, et tout, c'est la partie de façon que j'aime le moins. Quand il faut parler de pourcentage, tu es là. Bah ouais, parce que c'est délicat. Mais bon, c'est le nerf de la guerre aussi. Il y a certains chiffres, tu vois, qui sont tu as l'impression qu'ils sont décidés comme ça et qu'en fait, on te dit, ouais, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est vraiment des usages. Il ne s'agit pas que de l'édition, hein, cela dit. Mais non, mais tu as raison. Mais c'est des usages hyper répandus parce qu'effectivement, tout le monde s'est mis les syndicats de compos, les syndicats d'auteurs, tu vois, donc c'est des gens qui représentent les auteurs, se sont dit, OK, c'est ça qui est fait. Et globalement, c'est donc 25% pour les auteurs, pour le collège auteur, c'est-à-dire à l'intérieur de ça, les auteurs, ils font ce qu'ils veulent, 25% pour les compositeurs, donc à l'intérieur de ça, les compositeurs, ils font ce qu'ils veulent, et 50% côté éditeur. Et ça, c'est si jamais tu as un éditeur, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais même, ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, là, enfin, pour moi, en tout cas, quand tu es un peu. Quand tu te rends, après, tu peux voir, quand tu te rends pas compte que c'est le taf d'éditeur, mais aussi des fois, quand tu dis, après tout, nous, on fait la bouffe,
Mais voilà, après, comment ça se fait que la personne qui va la servir, entre guillemets, ou qui va vérifier que tout le monde a bouffé son assiette, va toucher autant que moi, alors que moi, j'ai fait toute la cuisine. Mais cela dit, c'est pas pour remettre tu vois, c'est une réflexion qui peut venir, et surtout quand tu commences à faire tes premiers trucs en édition. Après, bien sûr, si on peut expliquer le taf d'éditeur, peut-être tu le feras mieux que moi, mais c'est quand même les personnes aussi qui vont normalement, et je dis bien normalement, faire en sorte d'aller récupérer tes droits à droite, à gauche, un peu comme vous le faites, mais eux, ils vont aller à la source du truc, en fait, c'est-à-dire aller. Allez, alors, si tu peux l'expliquer mieux, parce que moi-même, tu vois, je serais mal expliqué là. Bah, pour reprendre ton analogie du resto, on va dire que toi, tu es le chef, tu es le cuisinier, et l'éditeur, c'est celui qui paye les carottes. On aura parlé beaucoup de carottes, hein. Les Ouais, carottes, les pommes de terre, le steak haché, les asperges, tout ce que tu veux. L'éditeur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que servir le plat à table. Il paye toute ta nourriture pour que pour que tu en fasses quelque chose. Et là, ça sème. C'est elle qui va gérer l'addition, on va dire, tu vois, qui va aller voir le client pour lui dire, bon, bah voilà, ça coûte 27,42 €, voilà, machin. Mais si tu veux, l'éditeur fait un travail pour que. Alors, le premier boulot de l'éditeur, c'est l'accompagnant de la carrière. C'est-à-dire, c'est lui qui va placer tes œuvres, c'est lui qui va t'aider à te développer, qui va te présenter du réseau, qui la moi, je plupart vois du plus temps va le travail des du plans pub. label. C'est quelle la différence avec le label? C'est parce que ça aussi, il faut savoir qu'il y a le label qui va aussi accompagner ça, Et, investir sur toi. bah, Et excellente question. tous ces métiers se mélangent et au bout d'un moment, je sais que moi, s'il y a eu des moments dans ma carrière où je ne savais plus où me retrouver entre qui fait quoi et Aujourd'hui, tout. Et c'est bien. une disque, Bien. 95% du temps, elle ne fait que le travail d'éditeur. L'éditeur, ça représente des auteurs compos. Le label, ça représente des interprètes. C'est aussi simple que ça. Il se trouve que dans la vie, pas souvent, mais pas tout le temps, les mecs ou les filles font les deux. C'est-à-dire que toi, Jules, tu es à la fois interprète et compo. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est pour ça que parfois, ça se mélange. Mais en général, l'éditeur, il arrive très tôt parce qu'il arrive pour voir des compos, des trucs qui n'ont pas encore pris forme, etc. Et souvent, c'est les éditeurs, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, les éditeurs vont voir les maisons de disques en disant, ah, j'ai ce mec-là, toi, tu as un interprète, tu vois, moi, j'ai ce qu'on veut. Il y a Jules, il a une putain d'instru, elle est incroyable, toi, tu as un interprète qui pose, qui est trop fort. Est-ce qu'on peut Les pas. gens demandent depuis le début si tu parles de Joule ou de WAM. Mais ouais, ça peut être Joule aussi. Ah oui, mais je t'appelle Altarba alors. Non, mais appelle-moi. Tu Non, me dis non, mais comment tu veux que je t'appelle d'ailleurs. oh, moi je m'en fous. Non, non, c'est parce que j'ai vu, j'ai vu des gens qui faisaient la remarque, mais c'est rigolo. C'était juste pour la blague. Jules. Il n'y a pas de Joule. Non, j'ai une question qui est plutôt intéressante là de El Sombrero Beats. Si un éditeur traîne pour déclarer un son à la SACEM, que peut-on faire pour ne pas perdre d'argent? C'est une très bonne question. Bon, franchement, c'est rare, mais imaginons que ça arrive. Imaginons que ça arrive et qu'il n'y ait pas une vraie bonne raison. Parce que, sachant que, pour déposer une œuvre à la SACEM, il faut que les gens signent en face. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut traîner parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas signer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les splits, par exemple. Effectivement. Moi, c'est des choses, par exemple, sur le répertoire rap, où j'essaie de travailler un maximum, c'est de dire déposez vos œuvres et essayez de vous mettre le plus vite d'accord parce que, encore une fois, à cause de cette histoire de backclaim. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on a mis en place à la SACEM il n'y a pas longtemps et on est assez content de ça, c'est qu'on a mis le dépôt partiel en ligne. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais déposer que si tu avais 100%, que 100% des mecs signaient. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu ne déposais pas. Ce qui était potentiellement un peu chiant quand tu avais parfois une partie de la compo qui coinçait. Aujourd'hui, tu peux faire des dépôts partiels. C'est-à-dire que tu t'es mis d'accord avec la moitié des ayants droit, et tu peux, sur ton espace membre, faire un dépôt partiel de la partie qui te concerne. Au moins, et comme ça, tu es sûr que ta partie est collectée vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis des passages radio, vis-à-vis de ce que tu veux. Le dépôt partiel, tout est sur le site, tout est sur le portail. N'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je mettrai quelques points clés là dans les commentaires. Mais c'est une excellente question parce qu'effectivement, parfois, il y a des mecs qui sont un peu deg et qui disent putain, mais moi, j'ai posé sur un truc, je peux rien placer parce qu'il y a un mec qui représente 10% de l'œuvre et qui bloque tout. Effectivement, tu peux être deg. Maintenant, ce problème-là est terminé. J'ai une dernière question qui tu connais celle qui me tient le plus à cœur dans toutes les questions possibles. Putain, je flippe. Je capte plus, c'est dommage. Allô? On nous sort souvent, je te paye en SACEM. Est-ce une grosse carotte ou la SACEM, sachant que la SACEM est un droit et non pas une rémunération? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas?
La réponse est un peu dans ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, la SACEM est un droit. Quand tu es compositeur, pourvu que tu sois membre, les droits d'auteur te sont dus. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour y avoir. Donc, moi, ce que je peux voir quelqu'un qui pourrait dire ça et qui te dit je te paye en SACEM, ça pourrait être éventuellement, si bien éventuellement, quelqu'un qui va te dire je te place un titre. Par exemple, je te place une de tes instrus dans un titre et je te paye en SACEM. Bon, déjà, c'est pas vrai, c'est tu seras payé en SACEM, déjà, ça me plaît plus. Parce que c'est tu vois, c'est pas la personne qui place qui paye. C'est ça. Ça peut être un deal. Ça peut être un deal. Encore une fois, à en partir du termes de moment où collaboration, bien sûr. tu peux dire, moi, je veux pas d'argent pour ça, je me ferai rémunérer. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es un tout jeune compositeur et que tu peux placer une instru sur un morceau, pourvu qu'on te laisse le signer, parce que c'est ça qui est très important, c'est que le dépôt soit à l'image de la réalité du morceau. Tu vois ce que je veux dire? S'il est déclaré correctement, moi, j'ai rien à dire, tu seras payé en SACEM. Mais par exemple, moi qui ai produit pas mal de BO, etc., ça m'est déjà arrivé de voir de temps en temps, heureusement, ce n'est pas du tout la majorité des cas, des producteurs qui disent bon, bah, tu vas me faire la musique du film. Ah, ok. Mais combien je suis payé? Bah, je te paye en SACEM. C'est-à-dire que je ne te file pas de prime de commande, donc je ne te file pas de prime de composition, c'est la SACEM qui te rémunérera. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, parce que ce n'est pas faire, parce qu'il y a deux travaux différents. Il y a le travail de composer la musique, par exemple pour un film ou pour une série. Ça demande une prime de commande. Et puis après, tu es rémunéré en fonction de l'exploitation, et ça, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, il y a le temps utilisé pour le faire et il y a les droits que ça génère par la diffusion, Exactement. récupérés par les diffuseurs et non Exactement. pas par la personne qui va te demander le travail que tu as effectué. Exactement. Voilà. Et c'était vraiment une question qui me tient vraiment à cœur parce que moi, dans ma carrière, c'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que j'en fais, j'ai dû l'entendre à peu près 2,4 millions de fois. Bah, tu pourras lui dire déjà hyper gentiment sans casser le plan, mais tu pourras lui dire déjà, quand tu dis je te paye en SACEM, c'est toi qui fais un chèque à la SACEM? Bah non, c'est le C'est ça. diffuseur qui paye. Ça va être Spotify, Netflix, TF1 qui va payer. Mais c'est pas. Tu vois. Par contre, rien n'empêche, pour être bien clair, je ne dis pas aux gens de ne pas le faire. Si vous êtes dans le cadre d'une collaboration avec quelqu'un dont vous croyez que ça peut percer et tout ça, vous pouvez demander en prenant votre temps pour vous, ensuite de récupérer vos droits et c'est ce qui vous rémunérera sur votre travail. Mais ce ne Voilà. sera pas cette personne qui vous aura payé en SACEM. Voilà. Pourvu que le dépôt il soit Bien fidèle fait. à la réalité de ce que tu as apporté dans le titre. Ça, Et c'est dans les hyper temps important. Et dans les temps. aussi, optionnellement. Et dans les temps, ouais, ça. Bah, en tout cas, on a fait le bon tour. De toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à en poser. On essaiera de répondre. Et s'il y en a vraiment beaucoup, pourquoi pas refaire un autre live plus tard pour d'autres sujets. En tout cas, merci Altarba, merci à Alexandre d'avoir pris le temps de nous répondre. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues sur ce live. Je vois qu'on était déjà plus de 75 à un moment, quasiment 80 pendant le live. Merci à vous d'avoir répondu présent. Faites tourner au maximum ce live, le replay, parce que c'est très, 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 très important. Ce sont quand même vos droits, c'est quand même votre travail, votre passion, le respect que vous pourrez donner à vous-même, à votre travail, en prenant en compte ce qui a été dit ce soir. Ça vous pousse un petit peu vers le professionnel et une pratique un peu plus libre de votre passion. Et en tout cas, j'espère que ça vous sera profitable. N'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire si ça vous a été profitable et de remercier aussi nos intervenants et qui ont pris le temps d'être là pour vous. En tout cas, je vous Merci remercie beaucoup. encore. Gros big up Ouais. à vous. Merci pour ce Merci live. à Tarba qui est bien occupé en ce moment, hein, qui a pris le temps, c'est hyper sympa. Bah, Ouais, c'est non, ça. ça va. Laissez les tournées, c'est le week-end. Alors là, tu vois, je ramasse, c'est bien, c'est bien. C'est où à la prochaine? La prochaine, c'est à Haguenau avec Swiftjad. Big up à Swiftjad. Ah ouais, Qui est attends. lui aussi à la SACEM. C'est ça, et moi j'ai Et mis après, on 36 titres pourra à Sion récemment. avec la Gale. Big up Et, à la Gale aussi. Mais on rajoutera un 0 sur la répartition de Altarba en Bien pour janvier. ça que je l'ai fait, qu'est-ce que Ouais, tu je crois? sais bien, je sais bien. donc voilà, je pense qu'on va couper et je vous redis encore à tous. Merci, commentez, Allez, gros big up. partagez, likez et big up à vous tous. Ciao, Et ciao. soyez forts et
pensez à la communauté. Ciao! Ça marche.